Bonsoir. Un important promoteur immobilier parisien placé en garde à vue. Le mécène d'un club de football inculpé. Un cadre commercial écroué pour infraction à la législation sur les armes. Les juges d'instruction sont débordés en ce moment. Le nombre d'affaires en tout genre ne cesse d'augmenter et l'on retrouve toujours le même ingrédient, l'argent. L'affaire du jour la plus spectaculaire a pour vedette Christian Pellerin, PDG de la Sari et promoteur de la Défense, au Manhattan parisien. Il a été placé en garde à vue et entendu sur une mystérieuse transaction. 12 millions de francs ont disparu, transaction d'autant plus mystérieuse que 2 intermédiaires se sont suicidés. Isabelle Thomas. L'affaire porte sur 12 millions de francs. 12 millions volatilisés au cours de la vente de la tour BP de la Défense. Où est passé cet argent? C'est ce que veulent aujourd'hui savoir les enquêteurs de la PJ. Une partie de cette somme aurait transité sur les comptes de 2 hommes présentés comme des intermédiaires dans la transaction immobilière. L'affaire se bornerait à un scandale financier s'il n'y avait pas eu mort d'homme. En effet, ces 2 intermédiaires se suicident en 90. À chaque fois, la police s'apprêtait à les interroger. C'est d'ailleurs la mort mystérieuse du premier intermédiaire, Bernard Derick, agent d'assurance, qui accélère l'enquête. Retrouvé pendu avec une balle dans la tête, il aurait versé 2,5 millions de francs à la société Eurocéan que l'autre intermédiaire, le brigadier chef Voiry, gérait sous un prête-nom. Cette société de courtage servait de paravent au brigadier chef qui prélevait une commission sur des transactions de complaisance. Qui aurait alors rémunéré les 2 intermédiaires et gardé la majeure partie de la somme? La police se tourne vers les 2 groupes acteurs de la transaction et qui se sont alliés pour vendre la tour BP avec une confortable plus-value de 230 millions de francs. À la tête de l'un des 2, Christian Schwartz, inculpé et écroué depuis le 2 octobre pour abus de biens sociaux, faux et usage. À la tête de l'autre groupe, Alain Aubert, lui aussi inculpé pour les mêmes motifs. Or, la société qu'il dirige est filiale du groupe de Christian Pellerin. Le promoteur est entendu depuis hier soir. De très bonnes sources, on indique que le magistrat instructeur pourrait l'inculper de complicité d'abus de biens sociaux. Cette affaire intéresse d'autant plus les enquêteurs que Christian Pellerin est fort connu dans le tout Paris, plus précisément le tout Paris politique. Il a su nouer des liens très étroits avec des hommes de l'opposition et de la majorité, mais il a semble-t-il trébuché dans son irrésistible ascension. Pourtant, l'histoire de Christian Pellerin s'apparente à celle d'une success story. Parti de rien il y a 20 ans, il est aujourd'hui à la tête d'un empire immobilier impressionnant. Son coup de génie, c'est d'avoir cru au quartier de la Défense dès 1978. Il en possède aujourd'hui un tiers. La Défense où personne ne commentait sa mise en garde à vue aujourd'hui. Claude Guénaud. Ce soir, au siège de la Sari à la Défense, la consigne est de ne rien dire et d'attendre l'éventuel retour du patron Christian Pellerin. À l'extérieur, sur le parvis de la Défense, les 4 lettres de la société immobilière s'étalent partout. Les chantiers en cours continuent, comme celui du futur salon et musée de l'automobile. L'aventure de Christian Pellerin à la Défense a commencé en 1978. On parle de coup de génie. À cette époque, le futur quartier d'affaires était en plein marasme. Personne n'y croyait, sauf Christian Pellerin. Avec seulement 50 000 francs empruntés à un copain, dit-il, le vendeur de maisons individuelles achète à tour de bras les droits à construire. Les tours Total, IBM, Rhône-Poulain-Saint-Gobain, c'est lui. Seul l'Arche de la Défense a échappé à sa truelle. Aujourd'hui, à 47 ans, il a construit un tiers des 850 000 mètres carrés de bureaux de la Défense. Alors bien sûr, une telle réussite si rapide et si brillante suscite maintenant une foule de questions. Christian Pellerin aurait-il pu bâtir son empire sans ses puissantes relations politiques à droite comme à gauche et a-t-il d'une manière ou d'une autre un jour envoyé l'ascenseur? Dans la seconde affaire qui a pour nom Urba, les différents acteurs se sont fait aujourd'hui plus discrets. Les socialistes n'ont fait aucune déclaration mais préparent leur défense. Le juge Van Rubeck n'est pas à Paris en public mais étudie son dossier. Le Parti socialiste est d'ailleurs si remonté contre ce qu'il considère comme une campagne qu'il réagit désormais promptement à la moindre rumeur. Il affirme ainsi n'avoir aucun lien avec Marc Forestier, inculpé aujourd'hui d'infraction à la législation sur les armes et présenté dans un premier temps comme collaborateur de l'hebdomadaire du parti. Enfin, troisième affaire du jour, il y est question d'abus de confiance et d'escroquerie. L'homme inculpé est connu des Brestois, il s'appelle Charlie Shaker. Il est inculpé de recel d'abus de confiance et de recel d'exercice illégal de la profession de banquier. En fait, des fonds auraient été transférés de manière illicite sur son compte en vue du rachat de la compagnie aérienne Britair. Sur place, Éric Vallet et Patrick Soulabaille. C'est de la Cogé-Bourse à Brest que part cette nouvelle affaire mettant en cause Charlie Shaker. Jean Pape, agent de portefeuille dans cette société, aurait reversé de l'argent que lui avaient confié ses clients sur un compte établi au nom de Charlie Shaker. Il y aurait donc exercice illégal de la profession de banquier et abus de confiance. L'argent récolté devait permettre à Charlie Shaker de prendre des parts dans la compagnie d'aviation Britair. La Britair reconnaît bien avoir eu des pourparlers avec l'homme d'affaires, mais pour elle, le marché était loin d'être conclu.
c'était bien une proposition qu'on lui a faite, mais qui concernait une prise de participation minoritaire dans le capital, lettre à laquelle il n'a pas, dans nos discussions, été tout à fait jusqu'au bout. On a eu des discussions avec lui comme avec d'autres, mais aujourd'hui on n'était pas au stade de la réalisation en tout cas. L'autre versant de l'affaire nous ramène au football et au Brest Armorique. Pour Charlie Chaker, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui ne tiennent pas. C'est selon lui l'indiscrétion d'une banque qui est à l'origine de son inculpation, une banque actionnaire de la Sud-Améris avec laquelle Chaker est en conflit ouvert pour la liquidation du club. L'ex-mécène crie donc à la manipulation. Il va y avoir une grande confrontation dans les jours prochains avec une banque, vous comprenez? Alors effectivement, tout ce qu'on cherche aujourd'hui de faire, c'est simple, déstabiliser M. Chaker au plus haut niveau pour le décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion pour la suite des événements. Bon, là, vous avez entre les mains un magnifique polar. La semaine prochaine à Brest, Charlie Chaker tiendra une conférence de presse pour tenter de se disculper. L'affaire n'est pas close et si polar il y a, toutes les pages sont loin d'avoir été écrites. Et notre rédaction de Corse nous l'a appris à l'instant, une mutinerie a éclaté tout à l'heure à la maison d'arrêt d'Ajaccio où 3 gardiens et une infirmière étaient retenus en otage par plusieurs détenus. Les mutins ont, semble-t-il, mis à sac une partie de la prison. De nombreuses forces de police sont arrivées très vite sur les lieux et se tenaient prêtes à intervenir il y a quelques minutes. On retrouve sur place Geneviève Moindreau. Ici à la maison d'arrêt d'Ajaccio a débuté ce soir vers 17h50. Plusieurs personnes seraient actuellement détenues en otage. On ignore leur nom, mais on pense qu'il y a au moins une infirmière et plusieurs gardiens de prison. Les raisons de cette mutinerie nous ont été expliquées par les détenus eux-mêmes qui nous ont interpellés depuis leur cellule. Ils entendent protester contre les mauvais traitements qu'aurait subi l'un des leurs. Les autorités judiciaires pour l'instant se refusent à toute déclaration. Elles ont entièrement interdit le quartier à la circulation et il y a quelques instants à peine, des renforts de CRS ont été introduits à l'intérieur de la maison d'arrêt. Et nos confrères de la 5 attendent toujours les confirmations des rumeurs qui courent hier sur la reprise de leur chaîne. Hier, effectivement, le groupe Berlusconi se disait prêt à reprendre la 5 malgré toutes ces déclarations d'intention. Le tribunal de commerce de Paris n'a encore reçu aucune proposition concrète concernant un repreneur éventuel. Les salariés de la chaîne restent donc très prudents pour le moment. Reportage de Dominique Dumas. La 5 dans l'œil du cyclone. Après l'annonce hier par Silvio Berlusconi d'une éventuelle reprise par son groupe en respectant les modalités, c'était aujourd'hui un optimisme mesuré mêlé à de la sérénité qui régnait à la rédaction. Je crois qu'il faut rester très prudent. Tous les personnels de la 5 sont aujourd'hui très prudents. Nous sommes satisfaits de cette première proposition. Nous espérons qu'il y en aura d'autres et nous attendons maintenant la suite des événements, notamment la décision du CSA. Une société d'économie mixte à hauteur de 25% du capital, constituée de collectivités territoriales, c'est aussi une proposition de Charles Pasqua, le sénateur RPR des Hauts-de-Seine, et pourquoi pas envisager une association avec Silvio Berlusconi. Nous ne faisons pas partie du tour de table de M. Berlusconi. Nous sommes tout à fait prêts, je pense, à coopérer avec lui. Dans la mesure, naturellement, dans la mesure où il présente les conditions requises. Jacques Lang, lui, demeure réservé. Le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans cette crise. Alors, peut-être y aura-t-il un repreneur, ne préjugeons pas. La question ne se poserait pour la 5 que dans le cas où il n'y aurait pas de repreneur et où la liquidation judiciaire serait prononcée. Pourtant, ce soir encore, le tribunal de commerce de Paris rappelle qu'il n'a toujours pas enregistré de candidature de reprise. Charles Pasqua devrait rencontrer prochainement le président du CSA et l'administrateur judiciaire. Aucune nouvelle de Silvio Berlusconi. Le milliardaire italien ne doit pas craindre la concurrence puisqu'en Italie, ces chaînes cohabitent très bien avec les 3 programmes publics de la RAI et des dizaines d'autres chaînes locales. La Serbie n'apprécie pas l'attitude des pays européens qui ont décidé de reconnaître l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, mais elle devra se rendre à l'évidence, la victoire militaire se transforme en défaite politique. En marge de la Croatie et de la Slovénie, d'autres foyers de conflit couvent dans plusieurs régions de la Yougoslavie. On pense entre autres au Kosovo ou à la Macédoine. Et globalement, sur l'avenir de tout le territoire, les différents responsables serbes sont très divisés. Jean-Paul Géroir. Champagne à Ljubljana, l'IS dans les rues de Zagreb. Les Slovènes et les Croates ont le sentiment d'avoir touché au but. Une partie de la communauté internationale a reconnu l'indépendance de leurs 2 États.
Pour autant, la guerre serbo-croate n'est pas finie et d'autres conflits se profilent. Tout d'abord, le problème des 600 000 Serbes de Croatie qui refusent d'être entraînés dans l'indépendance croate reste entier. L'armée fédérale occupe ces territoires en vue d'une éventuelle renégociation de la frontière entre la Serbie et la Croatie. Le cessez-le-feu n'y tient toujours qu'à un fil. Même problème ou presque en Bosnie, on y trouve 20% de Serbes au milieu d'une écrasante majorité de musulmans et de Croates. Les musulmans et les Croates ont déclaré l'indépendance de la Bosnie, refus catégorique de la minorité serbe qui entend rester sous la tutelle de la Serbie. Une guerre toujours possible en Bosnie serait un véritable carnage. La Serbie doit elle aussi faire face à un grave problème de minorité. Sa province de Kosovo est désormais peuplée de 80% d'Albanais qui réclament un État souverain. À plusieurs reprises, la Serbie a écrasé par la force les soulèvements de ces Albanais, mais le feu de la révolte y couve toujours. Dernier problème, la Macédoine a elle aussi proclamé son indépendance à la grande frayeur de la Grèce. Selon elle, l'indépendance de cette Macédoine porte en germe des revendications territoriales sur sa propre province du Nord, qui s'appelle Macédoine, elle aussi. L'ex-Yougoslavie est bien redevenue l'explosive région des Balkans. La guerre civile pourrait éclater à nouveau en Géorgie, c'est non pas la crainte, mais le souhait, j'ai bien dit le souhait, du président déchu Gamsa Kurdia, qui est rentré aujourd'hui en Géorgie et qui a appelé ses partisans à reprendre les armes. Le nouveau numéro 1 algérien ne se présente pas comme un homme providentiel, mais il aspire à réconcilier ses compatriotes. Mohamed Boudiaf est rentré au pays après un exil de 29 ans. Et dès son arrivée à l'aéroport d'Alger, il a tenu un discours d'apaisement. L'essentiel est de calmer les tensions, a-t-il déclaré. Si le peuple est uni, il pourra accomplir des miracles. Un ton bien différent de celui du FIS ou du FLN pendant la campagne de ces dernières semaines. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Morad Aïtabouche, Christian Decarnet. Aéroport Ouari Boumedienne, le folklore est au rendez-vous. En revanche, pas vraiment de liesse populaire. Si la police s'est déplacée en nombre, à peine 500 Algériens sont venus accueillir leur nouveau chef d'État, Mohamed Boudiaf, 72 ans. 15 heures, le héros de la guerre de libération arrive. 28 ans d'exil forcé en France, en Suisse et au Maroc. 28 ans de rupture avec l'Algérie qu'il ne voulait pas reconnaître, celle des militaires, celle du parti unique. Les temps ont-ils changé? Mohamed Boudiaf semble penser que oui. Je suis très heureux de rentrer en Algérie, je suis très confiant pour l'avenir. Si le peuple est uni, il pourra accomplir des miracles, il pourra surmonter toutes les difficultés. Mohamed Boudiaf se présente aussi comme un élément de stabilité pour le pays, est-il perçu ainsi? Mohamed Boudiaf représente pour moi le symbole du refus de toute forme de dictature. Dès l'indépendance, il a été l'un des premiers à s'opposer à l'instauration du parti unique et de la dictature en Algérie. C'est un héros national légendaire qui a marqué son nom dans l'histoire, mais ce que j'aimerais pas, qu'il soit un pantin, un guignol entre les mains des forces occultes qui ont dégénéré la situation en Algérie. 16h30, sous le regard de l'état-major militaire, Mohamed Boudiaf et les 4 membres du Haut Conseil d'État prêtent serment sur le Coran. Aucune passation de pouvoir, l'ancien président Chadli reste toujours invisible. De la même voix, il jure de respecter la Constitution, de glorifier la religion islamique et de respecter le choix du peuple. Saddam Hussein est toujours au pouvoir, son régime n'a pas changé et les Kurdes sont toujours pourchassés. Il y a un an, la guerre du Golfe commençait. À quoi a-t-elle servi? À libérer le Koweït, tout de même. Qu'en est-il aujourd'hui du nouvel ordre mondial dont parlait George Bush au moment de déclencher la tempête du désert? Bien sûr, il y a eu une grande avancée avec la première conférence entre Israéliens et pays arabes à Madrid. On peut donc parler de demi-succès. Joël Hazard. Un an après le début de la guerre, il est toujours là. L'embargo n'a pas brisé le régime de Saddam Hussein, mais il a réduit son peuple à la misère. C'est en tout cas ce que veulent suggérer ces images. Pour célébrer la date anniversaire du 16 janvier, le pouvoir irakien a organisé devant le bâtiment de l'ONU une manifestation contre le maintien des sanctions économiques. Pour une grande partie des Irakiens, l'après-guerre, c'est surtout la malnutrition des enfants. Un espoir pour 92, la reprise partielle de la production pétrolière sous tutelle de l'ONU. Elle devrait permettre de financer une distribution rationnelle de vivres et médicaments. Ils passeront l'hiver dans la neige et le froid. Ces réfugiés kurdes retranchés dans leurs montagnes ont refusé de descendre vers la vallée. C'est dire leur hantise d'une nouvelle attaque de l'armée irakienne. Le Kurdistan est tombé aujourd'hui dans l'oubli.
La prospérité de retour au Koweït, mais la démocratisation reste un mirage. Après la répression des étrangers suspects de sympathie pour l'Irak, les Koweïtiens se sont repliés sur leurs richesses, l'or noir. Le dernier puits de pétrole en feu est éteint. Koweït devrait retrouver fin 92 son ancien quota de production, 1,5 million de barils jour. Avec l'après-guerre, George Bush a enfourché un nouveau cheval de bataille, le nouvel ordre mondial. L'Irak sera son champ d'expérimentation. Premier objectif, démantèlement de l'armement de destruction massive. George Bush a gagné sa cause auprès des Nations Unies qui ont voté la prolongation des sanctions contre l'Irak. Une grande première pour l'ONU, des missions d'experts nucléaires ont contraint Bagdad à lever le voile sur son programme atomique. Des négociations de paix entre Israël et ses voisins arabes esquissées à Madrid, c'est le deuxième volet du pari de George Bush. Au bout du chemin, la sécurité régionale au Moyen-Orient. Un objectif ambitieux pour des résultats encore incertains. Le nouvel ordre mondial reste un vœu pieux. Eurocopter est né. Il ne s'agit pas d'un nouveau feuilleton à la sauce américaine, mais d'un géant industriel qui porte bien son nom, Euro comme Europe et Copter comme hélicoptère. Les deux piliers, la France et l'Allemagne. Grâce à cette fusion, Eurocopter devient le premier fabricant d'hélicoptères civils au monde, avec des clients dans 123 pays. Sa réputation ne sera pas à faire, puisque l'aérospatial et l'allemand MBB étaient déjà deux géants du secteur. Reportage de Pierre Babet et Pierre Michel. C'est déjà la gamme la plus complète au monde, proposée par un seul constructeur. 7 types d'appareils, du plus léger au plus lourd, de l'hélico d'affaires au tueur de chars. Eurocopter, c'est d'abord et avant tout une machine de guerre indispensable dans un marché mondial de plus en plus difficile. Le principal, c'est d'être allié dans les moments qui sont difficiles. Alors, on a pris cette décision il y a 3 ans. Je crois qu'on l'a vraiment prise au bon moment. Maintenant, en ce qui concerne le marché mondial, honnêtement, il n'a jamais été aussi bas que depuis 1960, date depuis laquelle nous avons des statistiques. Donauwörth, au nord de Munich, c'est la partie allemande d'Eurocopter. Conséquence de la fusion, les Allemands proposent désormais sur leurs hélicoptères des réacteurs français. Oui, c'est la première fois qu'on pose des réacteurs français sur nos hélicoptères. La raison, c'est que nous voulons avoir 2 possibilités pour nos clients et qu'ils puissent choisir les moteurs qu'ils souhaitent. Conséquence aussi, les relations entre les Français en Allemagne et les Allemands en France n'ont jamais été aussi nombreuses. Marignane, enfin, c'est ici qu'ont lieu en ce moment même les essais en vol de l'hélicoptère franco-allemand. Mais là, il y a longtemps que les équipes d'ingénieurs sont internationales. De toute façon, on se connaissait déjà quand on était concurrents. Parfois, on s'aidait entre nous quand il y avait des problèmes dans les pays étrangers. Je ne trouve pas que ce soit un problème pour nous. Pas du tout. Déjà international, Eurocopter veut être désormais tout simplement mondial. Les pollueurs devront être les payeurs et cela doit se savoir. Le parquet de Vesoul a tenu à regrouper plusieurs procès pour leur assurer la publicité maximum. Ce que veut prouver le président du tribunal, c'est que la justice évolue dans ce style d'affaires et qu'elle peut devenir plus efficace et plus rapide. L'idée pourrait faire école ailleurs. FR3 Besançon, Pascal Chébellet, Michel Jean. À la barre du tribunal correctionnel de Vesoul, une quinzaine d'agriculteurs, d'industriels ou de responsables de laiterie. Leur point commun, ils ont tous pollué, par accident, imprudence ou cupidité, une des 13 rivières de Haute-Saône. Le parquet de Vesoul a voulu aujourd'hui faire œuvre de pédagogie en les faisant comparaître dans la même audience. J'ai voulu également permettre au tribunal de fixer une jurisprudence en fonction des différentes pollutions, du degré de gravité de celle-ci, la pollution accidentelle, la pollution délibérée, l'accident, le déversement volontaire, de permettre à toutes les associations de venir ensemble exposer leurs préoccupations, se constituer partie civile et ne faire qu'un seul déplacement. Dans la salle bondée, beaucoup d'associations de protection de la nature de Franche-Comté ou de pêcheurs venus demander des dommages et intérêts. Un avis unanime, ce regroupement des affaires de pollution facilite leur tâche. Je pense qu'il y aura un impact au niveau des pollueurs et des pollueurs potentiels, et je pense que ça servira un peu de leçon. Les jugements ont été mis en délibéré, mais déjà cette concentration d'affaires fait école. Le tribunal de Montbéliard jugera début février, dans la même matinée, le gratin des pollueurs de la région, des entreprises de traitement de surface du pays de Montbéliard. Nous vous le disions tout à l'heure, une mutinerie a éclaté en début de soirée à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Les forces de l'ordre sont intervenues pour libérer les 3 gardiens et l'infirmière qui étaient retenus en otage. Nous n'avons pas d'autres indications pour l'instant.
Vous vous souvenez sans doute de l'explosion meurtrière d'un immeuble à Toulon il y a plusieurs mois. En fait, depuis l'explosion qui avait fait 13 morts et 35 blessés, la justice a toujours retenu la thèse de l'accident, une thèse que les familles des victimes contestent. Elles demandent le dessaisissement du juge. Robert Papin. Il fut la dernière victime extraite des décombres. Plus de 10 heures coincée au cœur d'une cavité formée par les gravats. En ce début d'après-midi du 15 février 89, le jeune homme venait tout juste de reprendre son travail dans un atelier de prothèses dentaires situé au premier étage de l'immeuble. Soudain, une de ses collègues qui se trouvait face à une fenêtre s'est mise à hurler. J'ai senti un danger très proche et j'ai fait un bond de côté en me protégeant la tête. Je n'ai donc pas eu une réaction normale. J'ai essayé de fuir un danger. J'ai senti dans la voix d'Alexandra que la mort allait frapper. À mon avis, si je l'ai ressenti comme ça, elle a vu la chose qui a provoqué l'explosion. Pour l'instruction, l'origine de l'explosion est due au gaz. Une occupante du 3e étage se serait suicidée. Une explication que la partie civile réfute. Aucune trace d'incendie, aucune odeur de gaz n'ont effectivement été relevées. De plus, une expertise que les familles des victimes ont confiée à un laboratoire privé montre que l'explosion s'est produite non pas au 3e étage, mais au 1er, et que le gaz n'est pas en cause. Les familles m'ont confié des cheveux appartenant à une des victimes du 1er étage, ainsi que des bagues appartenant à une autre victime du 1er étage. Et j'ai découvert sur ces objets une multitude de ce qu'on appelle résidus de charge pyrotechnique provenant d'un engin explosif. Pour déterminer avec plus de précision l'explosif en question, il aurait fallu analyser les vêtements des 4 victimes du 1er étage. Or, ils ont mystérieusement disparu. Quand on interroge sur les vêtements, le juge d'instruction dit que ce sont les vêtements des 5 premières victimes qui ont été incinérés par erreur, dans la panique. Et quand on sait les victimes dont les vêtements ont disparu, qu'elles sont non pas les 5 premières, mais qu'elles sont la 5e arrivée à la morgue, la 6e, la 7e et la 9e. Des éléments troublants que seules de nouvelles expertises auraient permis d'éclaircir. Le tribunal en a jugé autrement, mais plus que jamais, les familles des victimes sont déterminées à ce qu'un jour la lumière soit faite sur cette dramatique affaire. Émotion sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre avec la première apparition de la Ligier qui sera peut-être conduite par Alain Prost. Rémi Dudicelli. Qui n'ont pas changé. La voiture, elle, est complètement transformée. Un aileron avant façon Jordan, un museau type Williams et un extracteur d'air inédit afin de faire passer les 800 chevaux du moteur Renault sur la piste. Voilà pour les changements les plus évidents. Mais l'essentiel du travail a porté sur la cure d'amaigrissement imposée à la JS37. Une taille plus fine et une boîte de vitesse entièrement carénée afin de remédier au mal chronique dont souffrait le modèle précédent, manque de motricité allié à une mauvaise tenue de route. Ces solutions aérodynamiques seront-elles les bonnes ? Premiers éléments de confirmation des choix de l'ingénieur Franck Derny dès la semaine prochaine sur la piste du Castellet. En attendant, ce matin, toute l'équipe réunie autour du boss à Manicourt avait le sourire et le moteur V10 Renault n'y est sans doute pas étranger. Installé dans un châssis 91, il a déjà permis d'améliorer de près de 2 secondes les performances du même modèle équipé du moteur Lamborghini. Reste maintenant la question des pilotes. Boutsen est chargé du développement de la voiture. Il conduira l'une des 2 Ligier cette année. On attend maintenant la réponse d'Alain Prost. Si le triple champion du monde décide de ne rien décider, Comas sera le second pilote bleu en 1992. Fin de ce 19-20, Marc Hauteman vous donnera d'autres informations à 22h40. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonne soirée, à demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.